offre une paix des braves au cri du Québec, 1,4 milliard. Les recherches reprennent pour retrouver 2 adolescents disparus. Et le Japon secoué par un des plus forts tremblements de terre des dernières années. Le gouvernement Harper va verser près d'1,5 milliard à 9 communautés CRI du nord du Québec. L'argent doit servir à régler différents litiges entre les CRI et le gouvernement fédéral. Alain, c'est l'aboutissement de longues années de négociations. Il y a 32 ans, Philippe, le gouvernement du Québec signait avec les CRI de la baie James l'entente qui permettait le développement des ressources hydroélectriques du Nouveau-Québec. Eh bien, venait avec cette entente des obligations. Les CRI ont été obligés d'aller devant les tribunaux pour faire respecter ce qu'ils croyaient être ces obligations. En 2002, le gouvernement du Québec signait à travers la paix des braves avec les CRI pour 4,5 milliards. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour du gouvernement fédéral. À l'intérieur de son champ de compétences, si vous voulez, nous allons écouter là-dessus le ministre fédéral, M. Cannon, également bras droit de Stephen Harper au Québec. Les CRI du Québec assumeraient donc de nouvelles responsabilités, principalement dans les domaines de l'administration de la justice et du développement économique et social. La ratification nous permettra de lancer la seconde phase des négociations avec les CRI au sujet de la modernisation de leur régime de gouvernance. Donc ça ouvre la voie à d'autres négociations. Effectivement, Philippe, d'autres négociations qui devraient avoir lieu après la tenue d'un référendum qui, lui, devrait se tenir dans la prochaine année. Référendum, donc, qui sera tenu auprès de la communauté CRI, où on essaiera de définir, à travers un texte très précis, quelle sera la constitution qui gouvernera l'ensemble du territoire CRI, quels seront les rapports entre les CRI et le Québec et le Canada. Parlera-t-on de souveraineté, de rapport d'État à État? Si vous voulez, nous allons écouter là-dessus Roméo Saganache, le porte-parole des CRI. Les CRI ont toujours, à l'instar des Québécois, je suppose, ont toujours poursuivi de faire respecter leur propre autonomie, territoire et ressources. Donc, c'est la même chose pour les CRI. On veut faire respecter notre autonomie, que nous avons déjà, mais le faire reconnaître par les gouvernements. Alors, nul doute, Philippe, que ces négociations seront regardées d'un œil très attentif par les autres communautés autochtones au Canada, car on définira un nouveau rapport entre les Autochtones et les gouvernements non autochtones. Merci, Alain. Au revoir, Philippe. Les recherches se sont intensifiées pour retrouver les 2 adolescents portés disparus samedi à Saint-Sylvère, dans le centre du Québec. Les policiers de la SQ n'ont pas lésiné sur les moyens. Il y a des plongeurs, des secouristes, un hélicoptère sur place. Richard, les recherches se concentrent surtout sur une portion de la rivière. Absolument, oui, puisque les 2 jeunes étaient partis à la pêche samedi après-midi vers 13h. Ils n'ont pas été revus depuis. 2 gaillards de 17 ans en pleine santé qui, malheureusement, n'ont pas donné signe de vie encore. Il y a une trentaine de policiers de la Sûreté du Québec à partir d'un poste de commandement situé à Daveluiville, qui se trouve être sur la rive sud de la rivière Bécancour, Saint-Sévère étant sur la rive nord. Alors, bon, le poste de commandement a été établi là tout simplement parce que l'accès à la rivière est encore plus facile, donc ça leur permet de faire des recherches. Mais tout ça, ça crée une commotion absolument épouvantable à l'intérieur du village, sans compter la douleur des parents et l'angoisse qu'ils ont présentement dans l'attente d'avoir des nouvelles de ces enfants. J'ai rencontré un jeune garçon qui passait sur la rue dans une voiture ce matin. On écoute son propos. Oui, j'étais à l'école avec eux autres un peu, là. Ouais. On était pas mal tous dans le même pack-là, fait qu'on embarquait dans l'autobus ensemble le matin, là. OK. Là, j'imagine que les gens du village, un peu tout le monde est à leur recherche. Ouais, c'est ça, genre matin, là, on cherchait un peu mal tout le monde, là. Sauf qu'on peut pas aller trop proche de la rivière, parce que la rivière est assez escarpée, là, de chaque côté. Fait que faut faire attention aussi quand on cherche les autres mêmes, là. Ils ont retrouvé des bottes, un coffre de pêche, des vêtements, mais pas de traces des jeunes garçons encore. Et ce qu'on regarde, c'est du côté des plongeurs présentement dans la rivière. On cherche un peu partout pour trouver justement les 2 disparus. Merci, Richard. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. À Montréal, les 3 personnes qui auraient inventé un scénario rocambolesque pour tenter d'extorquer de l'argent à un jeune homme de 27 ans ont finalement été remis en liberté ce matin. Isabelle, la victime de cette tentative d'extorsion, était en cours ce matin.
Oui, effectivement. C'est une histoire qui est encore assez nébuleuse, Philippe. Le jeune homme, la victime dans cette affaire, s'appelle Mohamed Moïnoudine. Il est venu ce matin à la cour et c'est l'ex-petite amie d'une des accusées, Alouwalia Irwinjit. Alors, il a été avec elle pendant à peu près 2 ans et demi. Ils ont rompu il y a à peine 1 mois. Et il nous a dit au départ qu'il croyait à une blague. Il a reçu un premier appel, on l'a menacé, on lui a exigé, on lui a demandé 20 000 $ parce qu'on avait supposément enlevé son ex-copine. Et finalement, au 2e appel, là, il a pris ça plus au sérieux. Il a prévenu les policiers et le trio a été arrêté assez rapidement. Il ne connaît pas les 2 hommes qui apparaissent justement à l'écran. Il n'a aucune espèce d'idée de ce qui s'est passé. Il se dit qu'il y a certainement d'autres personnes derrière cette affaire. Il comprend qu'il était vraiment calme. Personne n'a assisté à d'épisodes violents, d'échanges violents avec ce couple. Donc, comparution Scott Chase plutôt, 36 ans, qui comparaît cet après-midi au palais de justice de Granby à 14 h et nous y serons. Oui, on en reparle au bulletin de 17 h. Merci Isabelle. À plus tard. Au revoir. Et puis au retour, je vous parle de la Coupe Stanley qui est de passage au Québec, mais malheureusement, ce ne sont pas les joueurs du Canadien de Montréal qui la portent sur leurs épaules. Ce qui peut vous vieillir le plus n'est pas ce que vous croyez. Outre les rides, les décolorations de la peau, son aspect terne et les taches pigmentaires, avec les protéines du poulet, ça fait un repas complet. Mon ingrédient surprise, c'est... Découvrez-le sur bonreparrapide.com. Essayez les nouvelles lanières de poitrine. De cette entente-là, comme nous l'explique Lawrence Cannon, et ensuite quelques mots du chef de la communauté. Pour être mis en œuvre, cet accord doit d'abord être ratifié par les 2 parties. Le processus de ratification comprend la tenue d'un référendum dans toutes les collectivités CRI au cours des prochains mois. Une fois ratifiée, l'entente ouvrira la voie à des relations renouvelées marquées par le respect mutuel. This agreement sets us up as a nation-to-nation relationship, and I think that will suffice to say that we're being recognized as a distinct nation. Alors, ce que nous disait le chef Moukache, c'est qu'enfin, les Cris ont l'impression d'être considérés comme une nation distincte. Et d'ailleurs, ils auront leur propre constitution une fois l'entente ratifiée. Il y a des dizaines de Cris aujourd'hui qui ont parcouru près de 8 heures de route pour assister à cette conférence. Et selon eux, ça en valait vraiment la peine. C'est un privilège pour moi d'être ici, de voir qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire pour les 20 prochaines années pour notre monde, les Cris, la nation Cris. Puis c'est vrai qu'une des mêmes affaires qu'on a regardées, c'était les maisons des communautés aussi trop entassées. Là, c'est l'entente, il y a beaucoup. Je pense que ça va aider nous autres à construire plus de maisons pour notre communauté. Avec une entente comme ça, tu vas l'avoir, je pense, une fois ta vie, puis c'est une entente qui va être très bonne pour la nation CRI. Donc, tous les membres que nous avons rencontrés aujourd'hui nous le disaient, c'est une excellente nouvelle pour les CRI. On va l'espérer. Merci, Véronique. Au revoir, Sophie. Le conflit en Afghanistan nous interpelle plus que jamais, même je dirais différemment avec le départ de militaires québécois de Valcartier hier pour la province de Kandahar, Jean-Luc. Il y en a quand même 200 qui ont quitté hier pour l'Afghanistan et il y en aura 10 fois plus d'ici la fin de l'été. Ce sont les soldats du Québec qui prennent le relais de ceux de Gagetown au Nouveau-Brunswick. Évidemment, on a assisté hier à des scènes déchirantes. Ça doit être tellement difficile de voir nos proches quitter, surtout dans le contexte qu'on connaît. Donc, l'émotion était à son comble. Il n'était pas facile de saluer ses proches ce matin. Ben, reviens, puis tout d'un morceau, puis aussi le fun que tu peux être là, parce qu'on t'aime beaucoup, qu'on veut que tu reviennes. Pour les 200 militaires de Valcartier, il s'agissait de leurs derniers instants avec leurs proches avant le début d'une mission de 9 mois en Afghanistan. Moi, j'ai apporté mon ordinateur portable, je me suis dit, je me quand installer mon téléphone, je sais pas, là. Quand je me rappelais, même si j'irais dans le 9, ça ne dérangerait pas. C'est surtout ici, je pense, que l'émotion ressort. Le matin, on était pressés, on préparait le déjeuner comme à tous les matins, là, mais c'est ici que ça se vit vraiment. Là. La mission de ces militaires consistera à assurer la sécurité et aider à la reconstruction du pays. Une tâche différente des missions en Corée effectuées autrefois par les vétérans présents pour partager leur expérience. Donc, c'est plutôt des terroristes. Hein? Donc ça, c'est très difficile pour aller les dénicher
par petits groupes, là. On va essayer d'aller les dénicher en patrouille et en raid, et ainsi de suite. Donc, c'est très différent de ce qu'on a vécu. Mais les gars sont prêts. Le moral est excellent. Gordon O'Connor, le ministre de la Défense, et José Werner, la ministre de la Coopération internationale, ont salué les soldats canadiens. J'ai bien confiance qu'ils vont faire comme leurs autres collègues qui sont là présentement, puis qui vont revenir, ils vont s'adapter, puis ils vont être en mesure de travailler. Mais ça prend des bonnes conditions physiques, puis je suis convaincue qu'ils ont eu l'entraînement pour ça. Aujourd'hui, c'est 200 militaires qui quittent Valcartier pour l'Afghanistan. Il s'agit de la 4e rotation des troupes canadiennes depuis le début de l'opération Athéna à Kandahar en juillet 2006. C'est le cœur gros que les soldats et les familles se séparent puisqu'ils savent qu'ils ne se reverront pas avant mai prochain. Mais rappelons-nous que ce n'est qu'un au revoir. Esther Chouinard, TQS, à Valcartier. Il y en a peut-être parmi vous qui vont se sentir donc de plus en plus concernés par cette mission du Canada en Afghanistan. Ça fera l'objet de notre tribune téléphonique tout à l'heure. Maintenant, la région de Québec y a goûté hier dans certains secteurs. Il y a eu de forts orages. Vous voyez les images assez impressionnantes. Les dégâts les plus importants sont survenus dans le secteur du Berger où des arbres ont été brisés. Quant aux pannes, au plus fort, 6 000 foyers étaient privés d'électricité. Tout a été rétabli ce matin. Les accumulations d'eau ont aussi causé des maux de tête aux automobilistes, entre autres sur l'autoroute de la capitale. Vous l'avez vu plus tôt sur les images, même que la température aurait causé un mini carambolage en après-midi sur l'autoroute 40 à la hauteur de la sortie Legendre. Une dizaine de véhicules qui s'étaient tamponnés. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais en tout, on a compté une vingtaine de sorties de route. Au Japon maintenant, Sophie, un puissant séisme a fait des morts et des centaines de blessés. Oui, parlant de catastrophes naturelles, quand on se compare, on se console. Donc, la semaine dernière, le Japon a été frappé par un typhon. Et donc, au cours des dernières heures, Paul Robert, il n'y a pas eu seulement un tremblement de terre, mais 2 qui ont secoué le nord-ouest du pays. C'est un fait, Sophie. C'est surtout le premier qui a causé le plus de dommages. Ça s'est passé dans la préfecture de Niigata. C'est environ à 250 km de Tokyo. On voit bien sur la carte ici. C'est sur la côte nord-ouest de l'archipel japonais. Et puis, bon, la secousse s'est fait sentir au large, bien sûr, là, mais ça a quand même causé des dommages impressionnants. Vous voyez sur les images, destruction de bâtiments, d'infrastructures, mais les bâtiments traditionnels, évidemment, en bois avec des toits d'ardoise, ça s'est tout effondré. On jette aussi, là, maintenant, un coup d'œil sur les infrastructures. Ce qui inquiète le plus, toutefois, pour l'instant, c'est un incendie qui s'est déclaré dans une usine nucléaire, une usine d'électricité, et il y a eu une fuite de matière radioactive. Alors, l'organisme qui gère le nucléaire au Japon a déjà été accusé de manquer de transparence dans des incidents précédents. Alors là, on veut s'assurer que cette fois-ci, il n'y a pas de danger pour la population, et il n'y en aurait pas pour le moment. Il y a des immeubles aussi qui ne sont pas nécessairement des structures en bois avec des toits d'argile qui se sont effondrés. On parle bien sûr là, de bâtiments qui sont normalement assez solides. La secousse a été ressentie jusqu'à Tokyo où les gratte-ciels ont tangué un peu, mais on sait que les Japonais se préparent assez bien à ce genre d'événement-là. Au total, en ce moment, le bilan nous indique 7 morts, plus de 800 blessés. C'est un bilan provisoire, bien sûr. Les secouristes continuent de faire des recherches dans les décombres pour voir s'il n'y aurait pas d'autres victimes là-dedans. Comme on le sait, le Japon, c'est un pays qui est habitué au séisme. C'est aux confins de 4 grandes plaques tectoniques et c'est ce qui cause, c'est répétitif. Il y en a déjà eu un en 2004 qui avait fait 40 morts dans la préfecture de Niigata. Merci, Paul Robert. Merci. Ailleurs à l'étranger, maintenant, la violence n'en finit plus en Irak. Au moins 80 personnes ont été tuées et 140 autres blessées à la suite de 2 attentats aujourd'hui. Le tout est survenu dans la ville de Kirkouk, c'est dans le nord du pays où se trouve la minorité kurde. Selon les premières constatations, 2 véhicules auraient explosé à quelques minutes d'intervalle alors que les véhicules se trouvaient au beau milieu d'une foule. Sur une note un peu plus joyeuse, le mauvais temps n'a pas empêché, Jean-Luc, les festivaliers de se rendre... On peut communiquer directement avec le poste de recherche ici. C'est au 819-244-3932, 244-3932. Merci beaucoup, Ghislain Morissette. Ghislain, qui, vous l'aurez remarqué, avait quelques problèmes avec son téléphone cellulaire. Donc, l'histoire de ce jeune père de famille aux prises avec un camionneur enragé du volant ne restera finalement pas sans lendemain. Chantal Carignan, la Sûreté du Québec tente actuellement de retracer le camionneur. C'est dans la région du Richelieu.
Exactement, on l'aurait retracé dans la municipalité de Carignan. Je vous rappelle les faits, c'est ce jeune père de famille qui, jeudi dernier, allait tout simplement reconduire sa conjointe. Il circulait sur l'autoroute 40, donc il s'en allait direction ouest. À hauteur d'un muret, eh bien, il s'est fait coller, bien malgré lui, par un semi-remorque. Peut-être que à ce moment-là, le chauffeur n'avait pas remarqué donc son petit véhicule. Il a réussi à se faufiler et a sorti le bras donc par la portière pour indiquer au chauffeur qu'il devait faire gaffe, devait faire attention. C'est à ce moment-là que le chauffeur, en quelque sorte, ça l'a allumé, si vous me passez l'expression. Il est venu le rejoindre sur l'autoroute et est venu appuyer son pare-brise contre le pare-choc arrière de la voiture. Je vous laisse expliquer comment ça s'est passé avec M. Yannick Laliberté. J'ai quasiment l'impression qu'il a voulu m'accoter le bumper, puis... Ah non, c'est... J'ai de la misère, vraiment de la misère à comprendre. C'est... Qu'est-ce qui a pu le pousser à se rendre là, parce que j'en ai vu des frustrations au volant, là, puis c'est la première fois que je vois une affaire de la main. Et là, ça a duré environ 5 à 10 secondes. C'était interminable pour les gens à l'intérieur de ce véhicule. Il y avait même la petite Émilie, la petite fille qui était dans son siège de bébé. Donc, les parents ont eu très peur. Ils ont eu le temps tout de même de relever la plaque d'immatriculation de ce chauffeur. Et c'est comme ça qu'on a réussi, dit-on, à le retracer dans la région de Carignan. Mais à ce stade-ci, il n'y a aucune arrestation. Vous savez qu'il se pourrait que ce conducteur doive répondre de ses gestes ou tout simplement recevoir un constat d'infraction en vertu du code de la route. Merci beaucoup, Chantal. Au revoir. Léon Valeur s'est attaqué à l'une des serveuses du Café Morgane hier soir. L'incident est survenu à la fermeture de la succursale de la rue Royale au centre-ville de Trois-Rivières en toute fin de soirée. Avec l'aide de 2 complices, l'individu s'est dissimulé dans les toilettes en attendant l'heure de la fermeture. Il a par la suite pointé une arme vers les 3 employés du commerce pour s'emparer du tiroir caisse. Les caméras de surveillance pourraient permettre aux policiers d'en savoir un peu plus sur l'identité des malfaiteurs. À ce moment-ci, on étudie justement les bandes vidéo pour essayer d'en ressortir là, soit des photographies ou tenter de justement retrouver l'identité de ces personnes-là, si on peut le faire. Si vous souffrez du rhume des foins, vous savez à quel point c'est difficile de cohabiter avec l'herbe à poux. Il y a 1 personne sur 10 qui souffre d'allergies causées par cette plante-là. La Mauricie et le centre du Québec sont d'ailleurs des terrains très fertiles pour cet indésirable. En se promenant dans les rues de la ville, on peut facilement apercevoir de l'herbe à poux. Il y en a partout, près des trottoirs ou sur les terrains vacants. Elle n'a pas besoin de sol fertile et c'est le pollen qui se libère des fleurs qui provoque des allergies. Les symptômes de l'herbe à poux sont la rhinite allergique ou ce qu'on appelle plus communément le rhume des foins, la fièvre des foins. Donc, c'est des larmoiements, écoulement nasal, congestion nasale, picotement des yeux, picotement de la gorge. Elle est finement dentelée comme celle-ci et ressemble au feuillage de la carotte. Pour s'en débarrasser, c'est simple. Il suffit de l'arracher ou de la tondre. Présentement, il est important, dès la mi-juillet, de procéder à l'arrachage. Il faut s'en débarrasser avant qu'elle se mette à produire le pollen, donc avant qu'elle fleurisse. Dès maintenant, donc on peut l'arracher, on peut la tondre, on peut faucher les grands espaces le long des autoroutes. À la ville de Trois-Rivières, on s'occupe de tondre les espaces publics avant la floraison de l'herbe à poux. Pour les barres de trottoir, la ville n'a pas de solution actuellement. Elle s'en remet aux citoyens. C'est aussi aux citoyens qui a sa maison chez lui, sur son terrain, de faire le tour de son terrain. Peut-être à des regroupements de citoyens dans un quartier qui ont le goût de se mobiliser pour procéder à l'arrachage et se donner une bonne qualité de vie. D'ici une semaine, la floraison de l'herbe à poux débutera et ce jusqu'à la première gelée. Il est donc conseillé de commencer à l'arracher dès maintenant si vous voulez éviter de souffrir d'allergies. Marie-Lou Lamontagne, TVA, à Trois-Rivières. Prenez-vous le temps d'arracher les plants d'herbe à poux quand vous en voyez? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Pour répondre, vous vous rendez sur notre site internet hm.tva.ca. L'urgence de l'hôpital de Nicolet ne sera pas à découvert, au moins pour les prochains mois ou pour le prochain mois. On sait que la direction a dû se priver des services d'un médecin samedi dernier entre 11h et 18h, faute de relève. Les plages horaires ont toutes été comblées pour les 4 prochaines semaines. Il y a 33 000 personnes qui ont franchi les portes de l'urgence au cours de la dernière année.
La 102e édition de l'Expo agricole de Trois-Rivières s'est terminée hier. Malgré quelques jours de pluie, l'achalandage a augmenté de 16 % cette année par rapport à l'année dernière. Avec 47 000 visiteurs, l'Expo a donc connu sa meilleure performance des dernières années. La journée de jeudi a été la plus achalandée avec 7 000 entrées. Les spectacles ont aussi connu un beau succès. Le gala d'humour avec Maxime Martin et Jean-Claude Gélina a d'ailleurs fait salle comble. Les dirigeants du Grand Prix de Trois-Rivières recherchent des bénévoles pour la fin de semaine du 16 au 19 août. Le travail de plus de 600 bénévoles est nécessaire pour assurer la survie de l'événement. Des postes sont disponibles pour travailler tant à la sécurité que dans les puits ou encore les loges. Les personnes intéressées à devenir bénévoles doivent communiquer avec le bureau d'administration du Grand Prix. Les citoyens de Sorel-Tracy avaient une excellente raison de célébrer hier après-midi. Il y a un de leurs plus célèbres concitoyens qui leur avait préparé une très belle surprise. Le défenseur François Beauchemin des Ducks d'Anaheim a fait plaisir aux gens de son patelin en amenant la Coupe Stanley à Sorel-Tracy. Joueur clé dans la plus récente conquête du précieux trophée par la formation californienne il y a de cela 6 semaines, Beauchemin avait le droit de passer une journée avec la Coupe. Près de 3000 personnes se sont déplacées pour